On va parler maintenant de ce qui se passe en France, à Mantes-la-Jolie. C'est un collège qui va être transformé en centre d'accueil. Il va accueillir environ 80 jeunes. Ils ont entre 16 et 18 ans, mais ce centre d'accueil sera intégré dans un quartier déjà extrêmement compliqué de Mantes-la-Jolie, celui du quartier du Val-Fouré, connu notamment pour la délinquance et également pour le trafic de drogue. Reportage sur place d'Axel Rebaud et de Godéric Bay avec le récit de François Tiskevitch. C'est ici, au cœur du Val-Fouré, qu'un centre d'accueil pour mineurs non accompagnés doit bientôt ouvrir ses portes. Et c'est justement son implantation dans ce quartier, marqué notamment par le trafic de stupéfiants, qui suscite la crainte de certains habitants. 21 000 personnes y résident, le taux de pauvreté atteint 45% et près d'un jeune sur 4 âgé de 16 à 25 ans est non scolarisé ou sans emploi. On entend souvent parler des mineurs isolés aux informations et ça crée des problèmes. Et ramener des problèmes dans un quartier qui est connu pour les ventes de drogue, tout ce qui est stupéfiant, je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va bien se passer. C'est surtout la surprise qu'on leur mette là. C'est comme si vous décidiez de mettre une prison, je ne sais pas où. D'ailleurs, il y en a une de prévue pas très loin. Les gens ne sont pas d'accord non plus. À l'annonce du projet porté par le conseil départemental des Yvelines, le maire de l'époque avait dénoncé une décision précipitée sans concertation. Pour s'y opposer, il avait lancé une pétition qui avait recueilli près de 2000 signatures. Mantes-la-Jolie est une ville d'accueil, une ville de diversité. Et c'est ce qui fait la richesse de notre ville. Ne recommençons pas les erreurs du passé. Ne rajoutons pas de la difficulté à la difficulté. Au total, près de 80 adolescents, dont près de 90% de garçons, âgés majoritairement de 16 à 18 ans et principalement originaires d'Afrique subsaharienne, seront hébergés dans les prochaines semaines dans un site entièrement rénové. Sur cette problématique, Lara Tchekhov, on sait que ces mineurs non accompagnés, la plupart du temps, en réalité, n'ont aucun avenir. Et donc, malheureusement, on les retrouve souvent dans des profils de délinquance où ils sont utilisés aussi par les réseaux de trafiquants, puisque c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner de l'argent. Et donc là, on s'est dit, c'est une très bonne idée de les mettre déjà dans un quartier qui est gangréné. On se dit que c'est totalement idiot. On a presque envie de se dire que c'est fait exprès. On est en train de donner à des narcotrafiquants de la main-d'œuvre peu chère. C'est totalement illogique comme réflexion. Bien sûr, moi j'avais déjà interrogé Raphaël Cognier, qui est le maire de Mantes-la-Jolie, qui me parlait du taux de pauvreté qui avait énormément augmenté à Mantes-la-Jolie. Il me parlait également d'importants problèmes de logement. Or, aujourd'hui, quand on voit qu'effectivement on construit des centres pour mineurs isolés dans des petites villes comme Mantes-la-Jolie, mais en l'occurrence dans des hôtels, face à des écoles, dans des EHPAD ou encore dans des maisons de retraite, eh bien, on peut comprendre effectivement le sentiment d'insécurité que ressentent les habitants de ces villes. On peut constater avec cet afflux de mineurs isolés qui arrivent dans plein de villes, françaises, la dégradation lente de nos villes, les commerces qui ferment et ce sentiment d'insécurité effectivement que ressentent les habitants. Et puis c'est vrai que Bernard Conadad, sur cette problématique, on a vu aussi plusieurs choses. On a vu l'État qui s'est dit, ces mineurs non accompagnés, on va les dispatcher un peu sur tout le territoire. Certains départements, dans un premier temps, ont dit oui parce qu'ils avaient à minima des structures d'accueil pour qu'ils puissent dormir et les structures aussi d'aide pour tenter une intégration. Quand on a voulu en envoyer davantage et que ces mêmes départements ont tiré la sonnette d'alarme en disant on n'a plus d'endroit pour les loger, on n'a plus aucun moyen de les intégrer, de leur apprendre la langue, etc., là, en fait, l'État s'en moque. Ce qu'il veut, c'est juste les dispatcher. On se moque de savoir ce qu'ils deviennent en réalité, ces mineurs. Alors pourquoi les départements sont en première ligne ? C'est parce qu'ils sont titulaires de l'aide sociale à l'enfance qui permet de financer ce type de fonctionnement, à la fois en matière d'animateurs et d'environnement. Il y a un autre problème, Élodie Huchard, il faut aussi être extrêmement vrai dans l'analyse, c'est que personne n'en veut de ce type de public, mineurs non accompagnés, ce n'est pas exactement les mineurs isolés, c'est donc des mineurs qui sont complètement séparés de toute attache familiale, voire nationale. Et donc, on parlait de mineurs de l'Afrique subsaharienne. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'on manque de locaux. Et donc, c'est un changement forcément de destination de locaux. C'est parfois dans des collèges, parfois dans des appartements. Dans des hôtels, des hôtels ou parfois tout simplement dans des anciens établissements industriels qui ont été réaménagés parce qu'on ne veut pas les laisser dehors pour éviter
ils commettent un certain nombre de larcins. Ça n'empêche pas, et c'est là où je vais en venir, que ça reste quand même de la chair à canon pour les narcotrafiquants et l'ensemble des mafias, parce que l'avenir de ces mineurs isolés, il est extrêmement limité en matière d'intégration, et souvent, ils sont en première ligne, les petites mains des narcotrafiquants, voire des mafias. Et donc, on voit bien qu'ils sont doublement victimes, d'une part parce qu'on leur a fait miroiter un avenir meilleur en France, où c'est un pays quand même qui reste de forte attractivité pour un certain nombre de publics, et ils ont raison parce que nous sommes chez nous, il y a beaucoup d'aide sociale et beaucoup d'accompagnement sanitaire et une qualité de vie, il faut quand même le reconnaître. Malheureusement, en plus, certains n'ont en mineur que le nom, puisqu'on le sait très bien qu'une grande partie d'entre eux cachent leur âge ainsi que leur pays d'origine. Oui, on l'a entendu notamment dans les migrants qu'on entendait du côté de Ceuta, où il disait, on nous a bien dit de dire qu'on était mineurs. Vous voulez rajouter quelque chose là? Non, mais on peut se demander si c'est vraiment pertinent de les accueillir quand on connaît toutes les défaillances qu'il existe, notamment à l'ASE, etc. Mais effectivement, il existe souvent un bras de fer entre les préfets et les maires, parce que les maires ne veulent pas accueillir ces mineurs isolés dans leur ville. Or, parfois, ils n'ont pas le choix, et c'est sur ordre du préfet qu'ils sont contraints de les accueillir dans leur vie. Et ça met effectivement les habitants en colère, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de les avoir là. Oui, et puis on rappelle qu'ils ne sont pas expulsables au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand on voit dans quelles conditions, en réalité, ils vivent, je ne sais pas si on peut parler d'un quelconque intérêt. Pierre Crépy nous a de nouveau rejoint. Rebonsoir Pierre. On va parler avec vous aussi de David Lisnard, puisqu'il est en une du journal du dimanche. Il le dit, l'État-providence est mort, tout cela est terminé. Et il évoque notamment des chiffres concernant l'immigration légale en France. On serait, selon lui, sur une année record. Qu'en est-il, Pierre ? Alors, ce qui est sûr, c'est que David Lisnard utilise les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est en fait un rapport qui a été publié en janvier 2026 et qui reprend donc les premières estimations concernant l'année 2025, dans lesquelles il cite notamment que 384 000 titres de séjour ont été délivrés, des premiers titres de séjour, que 950 000 renouvellements ont eu lieu, et que donc ça fait plus de 10% d'augmentation par rapport à l'année précédente, donc en 2024. Sauf qu'il y a un mais, c'est que le ministère de l'Intérieur a publié une mise à jour en juin dernier. Et donc, comme vous le voyez, ça change un petit peu les chiffres. On passe de 384 000 à 377 000 premiers titres de séjour délivrés, de 955 000 renouvellements à 944 000. Le message de David Lisnard reste juste, vous le voyez. La hausse par rapport à 2024 passe de 11 à 9%. Donc, la dynamique et la tendance restent la même. Il y a tout de même une petite nuance à faire, c'est que David Lisnard, lui, parlait de l'ensemble des titres de séjour hors droit d'asile, alors que dans le rapport du gouvernement, il y a quand même une ligne qui comprend 85 000 personnes au titre humanitaire. Donc ça concerne les réfugiés apatrides, la protection subsidiaire qui a d'ailleurs augmenté de plus de 115% en une année. Toutes ces personnes-là font partie du droit d'asile. Une dernière chose à préciser, c'est que depuis 2017, donc l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le nombre de titres de séjour délivrés, les premiers titres de séjour, ont augmenté de 53%. On est donc passé de 247 000 à 377 000 par an. Merci beaucoup Pierre pour tous ces chiffres et ces précisions. Bernard Cohen-Haddad, là on parle bien d'immigration légale, mais toujours la question de l'intégration. Quand on augmente à ce point-là le nombre de premiers titres, de premiers visas, quand on augmente à ce point-là l'immigration légale, on comprend aussi à chaque fois pourquoi on n'arrive pas toujours à intégrer et pourquoi ça ne se passe pas toujours bien. On ne peut pas éternellement absorber. Non, mais ce sera le grand sujet de l'élection présidentielle, avec, on le voit bien, un certain nombre de candidats du bloc central qui ont beaucoup évolué sur ce type de programme. Jusqu'à présent, parler d'immigration choisie, de contrôle de Schengen, de réajustement de Schengen, c'était faire partie de la droite nationale. Or, aujourd'hui, on voit que sur ces questions-là, il y a une vraie volonté d'un certain nombre de candidats, et je redis du bloc central, mais aussi d'une partie de la gauche humaniste et socialisante, d'avoir un vrai discours beaucoup plus conforme à l'attente des Français, parce que c'est une vraie problématique, non seulement d'intégration humanitaire, sécuritaire et aussi budgétaire.
On va parler aussi, maintenant, on a parlé de la France, on va parler d'autres pays plus largement en Europe, avec des pays qui parfois ont vu leur population s'élever contre une immigration non contrôlée. On va faire le point sur ces pays et les motivations de leurs habitants avec Kylian Salé. Le 16 mai dernier, des dizaines de milliers de Britanniques défilaient dans les rues de Londres. Pour la plupart munis de drapeaux du Royaume-Uni, ces manifestants venaient dire stop, stop à l'immigration massive dans leur pays. Ces manifestations anti-immigration sont fréquentes en Grande-Bretagne. Quelques mois auparavant, ils étaient plus de 110 000 à se réunir pour les mêmes raisons. Je suis ici pour participer à quelque chose qui montre que nous ne sommes pas des racistes intolérants simplement parce que nous sommes patriotes envers notre pays. Pour brandir le drapeau et essayer d'unir le pays plutôt que de le diviser. Quelques mois plus tard, en Irlande du Nord, une manifestation contre l'immigration a dégénéré. Des manifestants ont incendié des bâtiments et des véhicules au lendemain d'une agression au couteau attribuée à un réfugié soudanais. Avant Ceuta, l'Espagne avait déjà connu des vagues d'immigration. En octobre 2024, à Las Palmas, aux Canaries, plusieurs milliers de personnes manifestaient pour dénoncer l'immigration massive illégale. Selon plusieurs manifestants présents ce jour-là, l'immigration illégale nuisait à leur santé et à leurs conditions de vie. Un an plus tard, à Amsterdam, aux Pays-Bas, plusieurs centaines de personnes se réunissaient également pour protester contre l'immigration. Selon plusieurs Hollandais présents dans le cortège ce jour-là, l'immigration massive exerce une pression sur tous les domaines aux Pays-Bas, comme le manque de logement, les soins de santé, mais aussi l'éducation. Et pour en parler, nous sommes avec Grégoire Domilly, directeur des relations institutionnelles de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Plusieurs questions, Grégoire. Premièrement, on voit que dans les pays qu'on vient de citer, souvent, c'est quand on ne consulte pas en réalité l'opinion publique, quand on impose, entre guillemets, une immigration, eh bien, il y a un moment où le décalage entre la volonté des dirigeants et le peuple finit par se faire sentir. Oui, en réalité, ces manifestations démontrent une chose, c'est que l'immigration ne peut pas rester indéfiniment exclue du champ de la délibération démocratique. Vous avez de la part des peuples européens un sentiment de dépossession, voire de trahison démocratique parfois. Et l'exemple le plus frappant concerne le Royaume-Uni. Depuis le début des années 1990, les Britanniques ont systématiquement voté pour des partis politiques qui ont promis de réduire l'immigration. Dans les faits, le solde migratoire est d'à peu près de 6 millions de personnes sur les 25 dernières années, avec une accélération même depuis le Brexit. C'est 100 fois plus, pour avoir un indice, c'est 100 fois plus que les 25 dernières années précédentes encore. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de la fatalité, qu'on ne peut rien y faire. En fait, tout ça résulte de décisions politiques. Les dirigeants britanniques ont assoupli les critères de l'immigration de travail, ont porté un plan d'accueil de 600 000 étudiants à l'horizon 2030, parce qu'ils ont considéré que c'était un bienfait pour le Royaume-Uni. Le problème, c'est que quand vous n'avez plus de débouchés électoraux, vous avez au final un contrat social qui se fissure et qui est porteur de grands dangers pour la cohésion nationale au final. Ce qu'on voit aussi souvent dans les pays qu'on a cités, c'est que dans un premier temps, on a fait croire, ou en tout cas on a promis aux citoyens de ces pays que l'immigration était une richesse, et finalement ils se rendent compte que ça n'est pas forcément toujours le cas. C'est ça aussi parfois qui fait que ce contrat social, comme vous le disiez, prend un petit coup de canif. Oui, en fait, vous avez un fossé bien souvent entre les peuples européens et les dirigeants européens ou de la Commission européenne, qui globalement voient l'immigration qui serait, selon eux, par principe favorable à l'économie. C'est une vision qui est assez simpliste, voire erronée, puisque nous accueillons bien souvent une immigration peu qualifiée, moins en emploi, qui pèse sur les systèmes sociaux, qui parfois réduit la productivité, puisque en réalité c'est parfois moins cher pour les entreprises de faire appel à cette main-d'œuvre que d'investir dans la machine-outil ou dans le numérique. Vous avez aussi l'immigration qui est vue comme la solution miracle à la crise démographique dans les différents pays européens. Là aussi, il y a des études qui tendent à contraster, voire démentir cette vision. Vous avez par exemple le chercheur Jan van den Berg aux Pays-Bas qui a chiffré, selon lui, l'immigration sur la période de 2015 à 2019 coûte 2 fois plus cher que le vieillissement de la population.
Donc, il y a effectivement ce problème d'idéologie politique, au-delà des contraintes juridiques, de l'impuissance juridique, il y a une certaine idéologie politique qui s'oppose à la volonté majoritaire des peuples européens aujourd'hui. On voit que du côté des peuples, cela évolue, cela bouge. Il y a ces manifestations. Parfois, du côté des États également, ça commence à bouger. Et même au niveau de l'Union européenne, Grégoire. Oui, effectivement. Alors, il y a des motifs d'espoir, bien sûr, puisqu'on voit aujourd'hui que la tectonique des plaques commence à bouger à la fois au niveau des États, mais aussi de l'Union européenne. Vous avez le Danemark qui aujourd'hui a une certaine fermeture consensuelle à l'immigration, qui est à la fois approuvée par la droite et par la gauche. Vous avez la Suède, qui a été longtemps le pays considéré comme le plus ouvert à l'immigration, qui a fait un virage à 180 degrés en la matière. Vous avez l'Italie, qui a restreint les flux migratoires, contrairement à ce qu'on peut entendre, y compris sur l'immigration de travail. Vous avez également l'Allemagne et le Royaume-Uni qui donnent des signes en ce sens. Et à l'échelle européenne également, pour la première fois, vous avez le pacte asile-immigration qui comporte des dispositions intéressantes sur le contrôle des frontières extérieures, sur le traitement accéléré des demandes d'asile, et aussi sur une directive retour qui donne aux États des nouveaux outils intéressants pour favoriser les éloignements. Alors, ces nouveaux textes ne sont pas la solution miracle, puisqu'ils ne s'attaquent pas aux grandes causes de l'immigration, qui sont aujourd'hui le droit à l'immigration familiale ou à l'asile. Ils comportent des dispositions intéressantes. Le problème, c'est que la France, de son côté, fait preuve d'immobilisme. Donc, elle devient de plus en plus attractive au fur et à mesure que les autres États restreignent leur politique d'immigration. Mais la France refuse également de se saisir de ces nouveaux outils, puisque le président de la République a récemment annoncé qu'il refuserait d'utiliser les centres de retour situés en dehors de l'Union européenne pour éloigner les étrangers clandestins. Le problème, c'est que cette inertie place notre pays dans une situation de vulnérabilité migratoire aujourd'hui. Merci beaucoup Grégoire Daubigny d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. C'est vrai que Lara Tchekhov, on a vu un certain nombre de pays et peut-être que le plus flagrant en effet c'est le Royaume-Uni où pendant des années on vantait le Royaume-Uni comme un pays très cosmopolite où toutes les nationalités pouvaient vivre ensemble jusqu'au moment où ce ne sont pas les dirigeants en fait qui ont pris conscience du souci, c'est la population qui a commencé à manifester et c'est vrai dans beaucoup de pays où finalement les dirigeants commencent à serrer la vis parce qu'en fait leur opinion publique le demande. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des candidats en France, par exemple, qui proposent un référendum sur l'immigration. Alors, si un jour on a un référendum sur l'immigration, il ne s'agira pas de répondre par oui ou par non, parce que le référendum, c'est uniquement sur les questions économiques, par exemple. Donc, on pourra demander aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre, par exemple, l'AME, etc. L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, mais effectivement, comme le rappelait votre invité, il y a une idéologie politique qui s'oppose à la volonté des peuples européens. Et aujourd'hui, quand il y a un migrant qui arrive en France pour profiter effectivement du système français, donc la protection sociale, l'emploi, la sécurité, le soin, les écoles, le regroupement familial, etc., ça ne veut pas dire pour autant qu'il a un attachement particulier pour la France, sa culture, pour l'histoire de France et ses institutions. Donc, et souvent, d'ailleurs, quand il arrive sur le territoire français, ensuite, il est déçu parce qu'il s'attend à un Eldorado, alors qu'en réalité, il y a des difficultés d'intégration et c'est vraiment pas le cas. Donc, effectivement, il y a les bons élèves en Europe et les moins bons élèves comme la France et l'Espagne. Et par exemple, quand vous voyez en Espagne que Pedro Sanchez a régularisé près de 1,2 million de personnes et qu'il y a toujours autant de chômage, je crois que le taux de chômage en Espagne est de 10,83% au premier trimestre 2026. On peut se demander si vraiment cette immigration choisie par Pedro Sanchez est efficace. C'est vrai que c'est intéressant aussi ce que disait Grégoire Daubigny, Bernard Cohen-Haddad, quand il disait parfois les populations se sentent un peu trahies. C'est-à-dire que les populations locales, elles ont envie qu'on les écoute. Elles ont envie aussi que leur gouvernement, quand il s'agit d'immigration légale ou illégale, véritablement dans des proportions importantes, ils ont envie d'être écoutés. Et c'est sans doute pour ça que les gens finissent par descendre dans la rue, parce que c'est un peu le seul moyen, à un moment donné, d'être écouté, je ne sais pas, en tout cas de se faire entendre. Élodie Huchard, vous êtes spécialiste politique. Vous savez très bien qu'on va vous rétorquer, c'est ce que disent les politiques, que lorsqu'on veut manifester une politique, une envie politique, on vote pour tel ou tel parti. Donc ça, c'est ce que disent ceux qui ne veulent pas de référendum sur ces questions-là. Ça a été bien dit. Et pourtant, ça reste une attente extrêmement forte des populations de pouvoir s'exprimer sur des sujets de société. Il y en a eu très peu sous la Ve République. À chaque fois,
les présidents de la République ou les majorités ont achoppé ou n'ont pas eu le courage d'affirmer des projets référendaires. On nous dit parfois que ce n'est pas constitutionnel, que ce n'est pas le moment, que ça viendra plus tard, y compris le président de la République qui s'était engagé sur un référendum dont on n'a pas vu le jour sur un certain nombre de questions. C'est un vrai enjeu de société qui concerne tout simplement de rappeler est-ce que le fait que la mission que l'on confie à nos parlementaires est suffisante, elle est exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut tout autre moyen de saisir le peuple, ou on a, comment dirais-je, un appel au référendum. Ceci étant, le président de la République a un peu contourné le sujet en créant des conférences, des conventions, des grands débats. Des grands débats. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné grand-chose, si ce n'est que affaiblir les corps intermédiaires. Et c'est un peu dommage, effectivement, qu'on n'ait pas de grands débats de société qui pourraient être arbitrés par un référendum ou qui pourraient ainsi éclairer la représentation nationale.